Radio Laser en direct de Creative Seeds, l'intelligence artificielle, utopie ou dystopie? Bienvenue à tous, vous êtes sur Radio Laser et pour le deuxième samedi consécutif, nous sommes à Creative Seeds pour l'inauguration de leurs nouveaux locaux. Et pour m'accompagner durant ces 2 heures, j'ai la chance d'avoir avec moi 2 merveilleux collègues, Antoine Blécon. Bonjour Antoine. Bonjour Titouan. Et Lilian Brandt qui gère pour l'instant la technique de l'émission mais qui sera avec nous tout à l'heure. Qui nous dit bonjour de loin. C'est ça. Et ce week-end, à l'occasion de ces journées festives d'inauguration, les rencontres créatives Machines organisent une jam, Game and Film Jam, autour de l'intelligence artificielle et de son utilisation dans le monde de la création artistique. Ça vous paraît peut-être un peu flou pour l'instant, mais on en parlera plus en détail dans une quinzaine de minutes avec Camille Campion et Jean-Michel Biorel, 2 fondateurs de Creative Seeds, qui seront avec nous. Mais pour commencer cette émission, nous allons tout d'abord aborder un événement étroitement lié à Creative Seeds, car débute aujourd'hui le Festival national du film d'animation qui est devenu brétilien depuis 2010, d'abord à Bru, puis depuis 2018 en métropole rennaise. Et pour nous en parler, Jeanne Fromer, coordinatrice éditoriale du festival. Bonjour Jeanne. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Jeanne, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Ah, Bonjour. c'est bon, très bien. Bonjour à vous. Donc vous êtes coordinatrice éditoriale du festival. Je ne me suis pas trompé sur ça. Oui, Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce festival et un peu ses ambitions ? Oui, alors l'ambition du festival, c'est d'être une vitrine de l'animation française, c'est-à-dire qu'on essaye de dresser un portrait de ce qu'est l'animation française dans l'année qui vient de s'écouler, sous tous ses formats et pour tous les âges. Donc, autant du court-métrage, du long-métrage, de la série, du clip, des films d'atelier. On a aussi des expositions, des ateliers. Et surtout, de permettre au public de rencontrer les professionnels, les équipes de films qui sont derrière les œuvres qu'on montre. D'accord. Et je me demandais, donc, vous êtes donc en Bretagne avec ce festival depuis maintenant bientôt presque 15 ans. Comment le festival il s'engage avec le public et la communauté locale ? Alors, c'est un gros travail de fond qui est mené et toute l'année avec nos équipes de l'action culturelle qui mènent un travail sur le territoire, donc de Rennes, d'Ille-et-Vilaine aussi, d'aller dans les écoles, de mettre en place des résidences avec des artistes pour faire des films qui permettent notamment de faire des films qu'on peut découvrir pendant le festival. Qui s'appelle Film Bricolé AFCA, et puis de mettre en place des sensibilisations pour faire découvrir donc, aux plus jeunes ce que c'est que le cinéma d'animation et de les préparer à leur venue au festival et qui viennent ensuite pouvoir découvrir les sélections et les compétitions qui leur sont adressées. Oui, il y a différentes compétitions dans ce festival ? Il y a des récompenses ensuite Oui. Complètement. Alors, on a 2 compétitions, une compétition de court-métrage professionnel et une compétition de court-métrage étudiant. Chacun sont récompensés de grands prix qui sont remis par des jurys composés de professionnels, donc des réalisateurs, des producteurs, des techniciens, donc des gens qui travaillent dans l'animation, qui vont remettre des prix donc, dans une cérémonie qui aura lieu mercredi soir. Et on a aussi d'autres récompenses pour les autres œuvres proposées, pour les longs-métrages, pour les séries, pour les films autoproduits, un moyen vraiment de valoriser toutes les sélections du festival. Ouais, et je me demandais où est-ce qu'on peut un peu voir tous ces films ? Il y a des lieux particuliers ? Il y a l'Arvor, le TNB, il y en a d'autres ? Oui, c'est ça. Alors déjà, donc en effet, l'Arvor et le TNB, parce que pour nous, le meilleur moyen de découvrir des films, c'est vraiment dans une salle de cinéma. Évidemment. Donc ces 2 cinémas nous accueillent, on les en remercie. On a aussi des actions qui ont lieu au champ libre, qui sont des actions gratuites. On peut découvrir justement ces fameux films bricolés, qui sont des films d'atelier, des films autoproduits. On a une projection de Coco, le film Disney Pixar, dans le cadre d'un partenariat avec le Musée de Bretagne. On a aussi 2 expositions qui ont lieu donc, à l'Edulab Pasteur sur le film Mars Express et à la Galerie Awen sur Sirocco et le Royaume des courants d'air, qui sont d'autres façons de découvrir l'envers du décor aussi des films qu'on montre. D'accord. Et je me demandais, est-ce que vous observez un peu des tendances dans le cinéma d'animation actuellement avec les différentes soumissions de films qu'il y a dans ce festival ? On a toujours des tendances, on a
chaque année, il y a des thématiques qui ressortent un petit peu, qui vont être des thématiques liées finalement à ce qui traverse la société à l'heure actuelle. Donc évidemment, que ce soit l'écologie, l'égalité femmes-hommes, ce genre de sujet, ça ressort. Et puis après, sur les... Alors techniques, on a toujours une grande variété de techniques. De tout genre, donc que ce soit de la 3D qui est plus récente ou encore de l'animation traditionnelle, on a encore beaucoup de propositions comme ça. Mais après, on a aussi un mouvement de films peut-être plus du quotidien. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser que l'animation, c'est quelque chose qui va permettre de raconter l'imaginaire, des choses un peu folles, des mondes inconnus. Et finalement, on a aussi beaucoup de films qui racontent le quotidien, la vie un peu ordinaire, en y apportant souvent beaucoup de poésie. Et ça, c'est un peu aussi des choses qu'on peut voir en ce moment. Vous parliez des différentes techniques d'animation, ça tombe bien parce que du coup, on est à Creative Seeds et ici, donc, on a beaucoup de créations 3D. Le festival, il organise donc aussi cette jam. Il est en partenariat avec Creative Seeds pour l'organisation donc de cette jam sur l'intelligence artificielle. Ouais. En fait, le festival a aussi des rendez-vous professionnels et les locaux de l'AFCA à Rennes sont hébergés par les nouveaux locaux de Creative Seeds. Et donc, cette année, on organise avec eux, dans le cadre de leur groupe de travail autour de l'intelligence artificielle, une jam, donc c'est-à-dire 48 heures de création pour des passionnés, notamment des étudiants qui vont pouvoir un peu découvrir des techniques, des logiciels et créer autour de cette thématique. Et puis une journée de réflexion sur le sujet de l'IA qui est vraiment un sujet vraiment d'actualité, qui pose des tas de questions dans l'animation aujourd'hui, autant sur l'écriture que sur la création, sur la technique, et même sur des questions éthiques, juridiques. Donc, c'est aussi l'idée, c'est que le festival puisse être le lieu où on va discuter de tous les sujets d'actualité qui posent des questions en ce moment dans le secteur. Ouais, j'imagine que ça permet aussi peut-être de enlever certains discours peut-être alarmistes sur la question de l'intelligence artificielle. En tout cas, ça va permettre peut-être de prendre un peu de recul et en effet de faire la part des choses entre ce qui est effectivement inquiétant, parce qu'on ne va pas se mentir qu'il y a des choses qui sont inquiétantes dans l'intelligence artificielle, mais aussi de voir qu'il y a des tas de choses qui sont déjà intégrées, c'est-à-dire que pour gagner du temps sur des tâches qui peuvent être très fastidieuses, l'intelligence artificielle est déjà utilisée en fait dans les faits, et donc ça va permettre de peut-être faire la part des choses entre, en effet, ce sur quoi il faut qu'on s'inquiète et ce sur quoi on peut peut-être tirer notre parti de cette nouvelle technologie. D'accord, merci beaucoup en tout cas Jeanne Fromet. Donc le festival débute aujourd'hui. Ce soir, qu'est-ce qu'on peut retrouver par exemple à la programmation ? Et bien, ce soir, on a notre soirée d'ouverture et on a un film en avant-première qui est un film de science-fiction qui s'appelle Skydome 2123. C'est notre petite incartade, donc c'est un film qui n'est pas français, contrairement au reste de la programmation. C'est un film hongrois, c'est non ? Un premier long métrage, c'est hongrois et slovaque, tout à fait, qu'on a découvert au Festival d'Annecy l'année dernière. C'est une sorte de fable post-apocalyptique, écologique, assez fascinante, et que j'invite tout le monde à découvrir. C'est où qu'on peut retrouver, du coup ? C'est à l'Arvor ? Ce sera au TNB. Au TNB, d'abord. C'est au TNB. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas, Jeanne Fromet, d'avoir répondu à nos questions. Mais merci à vous. Et puis, très bon festival à vous. Rendez-vous au festival. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Et on se fait tout de suite une pause musicale et on revient tout de suite pour parler, encore une fois, d'intelligence artificielle. À tout de suite. L'intelligence artificielle sur Radio Laser, en direct de Creative Seeds. Sans le vouloir et sans faire de magie, je saurais jamais comment tu souffres, mais je l'imagine. Tout fragile, ton cœur en argile. Avait des bisous sur la cheveux, mais je trouve agile. Faut que tu t'en fasses pour eux, babe, t'en fais pas pour moi. Même si tu t'habilles mal, babe, j'ai assez faux pour nos deux. Quand tu me demandes si je peux rester encore
veux pas que tu tombes amoureuse du ice et de l'or, gun clé du corps, l'argent de la mort. J'ai une moula qui sort au volant du Cayenne, une blonde comme marseillaine, je crois que c'est un alien, mais j'en veux encore. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée, elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. On va pas finir l'année, on va se séparer. Sur moi t'as tout misé, mais je suis qu'une enfoirée. De temps en temps je te mentais, je te disais que tu manquais. J'ai pas fini de chanter, comment non je peux sauter. On se tue la santé, j'étais mal la fille à côté. J'ai pas envie d'accoster, j'ai mis mon cœur de côté. Du ice et de l'or, gun clé du corps, l'argent de la mort. J'ai une moula qui sort au volant du Cayenne, une blonde comme marseillaine, je crois que c'est un alien, mais j'en veux encore. Du ice et de l'or, gun clé du corps, l'argent de la mort. J'ai une moula qui sort au volant du Cayenne, une blonde comme marseillaine, je crois que c'est un alien, mais j'en veux encore. Et c'est bon, c'était Sayen de Angèle, et en fait c'est un morceau assez particulier parce que c'est fait par intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'Angèle n'a jamais chanté ce morceau, et c'était Lenky, un youtubeur et beatmaker, qui a du coup créé ce morceau à partir du morceau original de Us l'Enfoiré, et donc c'est parfait pour l'occasion. Et donc on enchaîne avec vous, Antoine, pour une interview. Et oui, complètement. Merci Titouan. Alors, on a l'impression qu'elle fait déjà partie de nos vies tellement les applications sont nombreuses. L'intelligence artificielle est présente en politique, en médecine, dans les médias, et pourtant ChatGPT, figure de cette technologie, est accessible au grand public depuis moins de 2 ans. L'intelligence artificielle est arrivée très vite, très fort, parfois sans que le grand public soit préparé. Elle suscite beaucoup de questions et de fantasmes. Des questions, nous allons tenter d'y répondre, et les fantasmes, nous allons tenter de les déconstruire. Je suis avec Camille Campion, professeur. Bonjour. Bonjour. Et je suis avec Jean-Michel Biorel, pardon. Bonjour. Et vous êtes artiste digital, si j'ai bien suivi. Et professeur aussi. Et professeur aussi. Merci. Donc vous êtes tous les deux, arrêtez-moi si je dis des bêtises, vous êtes tous les deux fondateurs de Creative Seed. Donc Creative Seed, on y est en ce moment là. Donc c'est une école supérieure d'animation 3D, d'effets visuels et du jeu vidéo. Donc ça fait pas loin de 10 jours là que vous inaugurez vos nouveaux locaux sur le site de Via Silva à Cesson-Sévigné. Ça fait une sacrée crémaillère quand même. Et vous êtes bien ? Ouais, très bien. Très heureux d'avoir enfin lancé ces nouvelles activités et tout ce qu'on a rêvé de faire depuis pas mal d'années. L'école existe depuis longtemps et c'est un renouveau de s'installer ici. D'accord. Et donc, juste pour parler un petit peu vite fait des locaux, donc je crois que vous n'êtes pas tout seul. Il y a aussi des studios d'enregistrement, une école de son. Oui, puis on est là. Oui, donc il y a 4 structures de son qui font à la fois de la production musicale et de la formation, que ce soit musique ou ingénieur son, qui organisent d'ailleurs pendant l'inauguration des concerts. Ce soir, il y en a un d'ailleurs qui va être très sympa dans le grand hall. Et on a des associations, on a des studios qui sont organisés dans une forme de pépinière. Le but, c'est que ce ne soit pas juste une école. Maintenant, Creative, c'est le nom d'un lieu avec tous ces acteurs qui vont pouvoir se mélanger, partager des projets. Voilà, d'un projet comme Creative Machine qu'on fait en lien avec le festival, avec une association dont l'équipe rennaise est aussi ici. Et on a d'autres associations avec d'autres festivals comme le Festival Travelling, Court-Métrange, qui sont aussi hébergés ici. Ok, merci beaucoup. C'est ça, c'est que c'est plus qu'une école, c'est vraiment un lieu. Et donc justement, aujourd'hui, c'est une journée particulière. Enfin, j'ai envie de dire que c'est presque la 10e journée particulière que vous devez vivre. Mais aujourd'hui, il y a une jam de session qui est organisée. Alors, autant je vois le concept en musique du bœuf musical, là où on prend tous un peu les instruments, ces échanges. Mais qu'est-ce que ça donne du coup dans le monde de l'animation, une jam ? Ça c'est pareil. Après, la différence, c'est que du coup, en 2 jours, on ne peut pas estimer qu'on va faire un projet très proprement fini. Donc, c'est plutôt un projet où on va expérimenter plein de choses. Dans le cadre de l'IA, encore plus, c'est de vraiment voir un peu quel est l'état de l'art des outils accessibles au grand public, voir ce qu'on peut faire avec. Dans le jam de graphisme, c'est ça, c'est en 2 jours créer un contenu fixe ou animé avec des équipes qui ne se connaissent pas forcément sur un temps très court.
D'accord. Et donc, du coup, c'est plutôt qui participent à cette jam-là? C'est plutôt des étudiants, des gens qui sont déjà professionnels? À mix. moitié, ouais, c'est Ouais. un moitié. C'est un mix. Ouais, ouais. D'accord. Certains de nos étudiants qui sont là, forcément, ils sont sur place, ils sont tous désignés pour y participer. Ils viennent de Paris, des gens qui viennent de la région aussi. Principalement des gens qui sont attraits au graphisme, quoi. Ok. On n'apprend pas ça en 24 heures. Ouais, d'accord. Bon, bah, j'attendrai l'année prochaine alors pour participer. Donc, vous êtes donc à l'origine de Creative Machine. Alors peut-être que vous voulez dire un petit mot sur ce projet. Oui, on est à l'origine. Donc, le groupe s'est lancé en novembre. Si ça s'est créé, c'est qu'on a remporté un appel à projet national avec l'expertise du CNC, ça s'appelle la Grande Fabrique de l'Image, dans le cadre de France 2030. Et c'est ça qui a, on va dire, amené les moyens pour lancer ce projet. Initialement, on avait le projet de développer un groupe de travail sur le futur du métier de l'animation, de la création de synthèse. Et puis assez vite, donc ça fait 1 an, les choses sont allées très très vite. L'IA s'est imposée, en fait, on a spécialisé la démarche du groupe vers l'intelligence artificielle, tellement elle touche l'ensemble des départements, en dehors même de notre métier, mais vraiment dans notre métier, il y a beaucoup de spécialités de départements qui pourront être impactés d'une manière ou d'une autre. C'est un sujet qui avance tellement vite, on parle des fois de toutes les 2 semaines, il faut un peu revoir ce qu'on sait, tellement il y a de publications, que ce soit sur l'ordre technique, mais aussi juridique, sur le sujet. Donc le but de ce groupe, c'est de faire un peu d'intelligence collective, de faire de la veille partagée. Parce que moi, rien que j'ai du mal à juste faire une veille purement théorique, c'est de juste suivre tout ce qui sort, voir les tutos, voir les vidéos, que ce soit marketing, faire le tri entre ce qui est marketing et ce qui est réel dans l'usage. Donc c'est vraiment réunir, on voit que très vite elle a pris. Il y a eu, aujourd'hui, on est une petite dizaine d'ambassadeurs de ce groupe de travail qui n'est pas juste Creative Machine. Le but, c'est que Creative Machine, ce n'est pas Creative Seeds, c'est des gens qui peuvent être de n'importe quelle école, studio, groupe de travail en France, évidemment dédiés aux industries culturelles et créatives. Très la majorité d'entre nous est quand même plutôt issue de l'animation, du VFX. On commence à s'ouvrir peut-être un peu à d'autres domaines, mais c'est cette communauté qui s'est d'abord créée. Et on voit que ça suscite beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, les institutions, que ce soit le CNC, organise des tables rondes aussi. Il y en a un peu partout en France qui se créent. On y est tous... c'est à la fois excitant et aussi très effrayant en fonction de le métier qu'on exerce, de nos idéaux, de nos convictions. On se doit de le suivre en tout cas. Oui, et d'ailleurs, vous organisez, je crois, lundi prochain, des rencontres professionnelles autour de l'IA. C'est la continuité un petit peu de la démarche, pour qu'on puisse avoir un temps de partage, de réflexion. Et on a besoin, le problème du format conférence, qui est celui qu'on voit le plus souvent, c'est qu'on n'a pas le temps de pratiquer. On a des choses, on survole beaucoup de sujets. Là, on va certainement survoler certains, mais le temps de la jam, on met les mains dans le cambouis, comme on dit, pour voir comment ça marche. D'accord. Oui, donc ça sert aussi à ça, les jams, quoi. On rencontre, mais on expérimente aussi pas mal. J'ai appris déjà pas mal de choses ce matin. Et puis on se rend compte aussi, parce que comme on voit beaucoup de choses qui passent, qui sortent, c'est comme des vidéos des fois juste marketing, c'est difficile de savoir ce qu'il en est vraiment derrière. Et quand on fait une jam et qu'on doit créer rapidement quelque chose en 2 jours, on voit vite la limite de l'outil et quelles sont les promesses qui sont tenues et celles qui ne le sont pas. Et bien justement, cet outil, on va en parler. Du coup, l'intelligence artificielle, soit pour les néophytes comme moi, ou pour peut-être les auditeurs de Radio Laser. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qui est arrivé quand même assez vite et assez brutalement dans notre vie. On n'a pas toujours eu le temps de réfléchir ou de prendre du recul dessus. Et du coup, une question qui me vient comme ça, c'est qu'est-ce que c'est exactement finalement l'intelligence artificielle générative? Ça dépend des modèles, mais si on parle des modèles de génération d'images, par exemple, des modèles de diffusion, c'est des modèles qui vont être entraînés sur grande quantité d'images, des centaines de milliers d'images. C'est des images qui vont être annotées. Donc, par exemple, s'il y a plein d'images de chats, elles vont être annotées chat noir, chat blanc, chat roux. Et c'est un modèle qui va être entraîné du coup à partir de rien, d'un bruit, donc juste une image qui ne représente rien, et le modèle va être entraîné à tendre vers une de ces images de l'entraînement. Donc on va avoir une image de bruit absolu, une description, ce qu'on appelle une prompt, une description de ce qu'on voudrait avoir, et le modèle, en plusieurs étapes, va affiner ce bruit pour arriver à une image qu'on aura décrite. Donc le modèle sera capable de reproduire des choses sur lesquelles il aura été entraîné en général. Donc s'il a été entraîné que sur des chats, il sera capable de montrer que des chats. S'il a été entraîné sur beaucoup plus d'images différentes et que toutes les images ont été décrites précisément, il va être capable d'aller piocher dans différents concepts pour les assembler et en faire une nouvelle image. Ok. Donc si je me représente bien, en fait, on imagine qu'il y a une machine virtuelle qui ne connaît rien à rien au début et on lui dit ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chat. Et on l'entraîne. Et voilà. Et à force d'emmagasiner comme ça des données, elle est capable
De reconnaître un chat et de croiser des concepts, du coup, aussi. Ah oui, d'accord. Elle peut commencer, du coup, à dire un chat avec un chapeau. Ok. Parce que, du coup, si elle connaît bien les chapeaux, elle connaît bien les chats, elle va pouvoir créer Ok. ce genre de choses. Ça, c'est un des types de génération de texte ou image, on appelle ça. Donc, c'est la génération d'images par le prompt, par le texte. Mais il y a des modèles autres qui peuvent prendre une vidéo et remplacer le style de la vidéo. On a d'autres modèles qui peuvent prendre une image et qui peuvent faire bouger l'image. Donc, il y a différents types de modèles d'IA qui vont faire différents types de... Ok. Justement, c'était une question que je me posais parce que moi, je vois ce que vous appelez l'intelligence artificielle, les prompts. Enfin, en gros, moi, j'ai envie de me faire je sais pas, des photos de vacances ou n'importe quoi. Je dis bon bah voilà, je veux une plage avec des palmiers et donc je tape sur mon modèle plage palmier et puis j'ai une image de voilà. Mais ça, c'est ma manière d'amateur. Mais vous, comment vous l'utilisez un peu concrètement l'intelligence artificielle? Alors, nous, elle est nouvelle pour nous comme pour vous. Ouais. C'est quelque chose qui est arrivé il y a très, très, très peu longtemps. Il y a d'autres manières de le faire de manière plus poussée. C'est que nous, en tant que graphiste, on a moyen de générer des images de base, comme un croquis, qui pourrait décrire la composition de l'image qu'on veut faire, ou la profondeur, ou les couleurs qu'on veut utiliser. Et on peut utiliser ça comme source de base pour contrôler encore plus la génération finale de l'image. En quelque sorte, on peut, en plus d'utiliser une prompt, on peut aussi utiliser des images ou des vidéos qu'on aura générées nous-mêmes pour diriger le résultat final de l'image qui sera générée. D'accord. En tant que graphiste, on a cette capacité du coup à générer des inputs qui sont plus précis. Plus poussés, quoi. Ouais. Oui, Y d'accord. compris même dans le texte, dans les informations de focale de caméra, d'éclairage, etc. Une Plus on expertise a un du savoir terme. et une expertise de terme, plus on est riche dans la proposition de prompt, Ok. d'informations pour qu'il génère une D'accord. image proche de ce qu'on attend. Ok. Et alors justement, ça va m'amener une autre question, peut-être sur l'évolution de votre métier. En préparant l'émission, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle se rappelle que dans le générique de Monstres et compagnie en 2001, il y avait une équipe de 20 personnes, rien que pour le traitement de la structure en fait de la fourrure des monstres. J'imagine qu'avec l'intelligence artificielle, ça peut aller beaucoup plus vite et peut-être avec beaucoup moins de monde. Aujourd'hui, ça se passe pas à ce niveau-là, en fait. Ouais. Alors, si on pouvait avoir un modèle où on dit je veux un film avec 50 monstres qui ont du poil et qui font cette action particulière, oui, on pourrait ne plus avoir besoin de gens qui font du poil. Ok. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de modèle d'IA qui permette de prendre un personnage et de lui rajouter du poil. D'accord. Et pour le donner aux animateurs qui vont le faire bouger, pour leur faire les actions bien précises qu'on aura donné de faire, avec l'émotion qu'on aura intentionnellement mis dans le plan. Pour l'instant, l'IA, si elle est trop limitée en termes de contrôle, on ne peut pas atteindre le niveau de finesse qu'on a dans un film où le personnage doit regarder de gauche à droite en une demi-seconde à ce moment-là parce qu'il est surpris et parce qu'il voit un deuxième personnage qui rentre à sa droite. On peut essayer de le décrire, mais ça va prendre 50 formes différentes. Donc, tant qu'on a besoin du graphiste pour générer entre deux des éléments précis pour réaliser le cadrage, le mouvement, oui. On ne peut pas automatiser tout. Donc il n'y a pas d'IA pour l'instant qui permette de générer du poil. D'accord. Bon, ça me rassure. Mes rêves d'enfants sont sauvés encore. Ouais. Et je me demandais, mais peut-être qu'on va faire une petite pause. Non, on peut continuer. Très bien. On va continuer. Donc, vous l'avez très bien dit. Là, on va arriver dans des questions peut-être plus juridiques. Donc, l'intelligence artificielle, donc, vous l'avez dit, c'est une intelligence qui fonctionne par apprentissage. Donc, elle a besoin de beaucoup de données pour progresser. Et on le sait depuis quelques années, et puis notamment avec l'arrivée, enfin c'est plus qu'une arrivée maintenant, mais la domination donc des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et j'ai oublié le dernier, Microsoft. On sait que justement les données, c'est un enjeu qui est quand même stratégique et politique, en tout cas qui est extrêmement sensible. Et donc j'imagine particulièrement dans le domaine de la création, je pense que vous me voyez venir avec les droits d'auteur. Voilà, justement, comment ça se passe Je sais qu'il y a eu quelques histoires avec des intelligences artificielles qui sont, justement, on parlait tout à l'heure d'Angèle, qui sont capables de copier en fait des styles et que ça pose pas mal de questions. Donc, j'imagine que le droit d'auteur doit pas mal évoluer ou se questionner en ce moment. Ah oui, normalement. Ouais. D'ailleurs, il y a une publication très récente qui est arrivée au niveau européen qui interdit du coup l'usage
de l'image de quelqu'un, de sa voix et de son image, sans son consentement. Il y a déjà une juridiction pour si c'est utilisé d'une manière pornographique, avec une amende et une pénalité de prison qui peut arriver. Et il y a eu ce qui s'en suivi de la grève des acteurs qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, avec une réglementation sur l'usage de répliques virtuelles des acteurs, la manière dont ils peuvent être utilisés en tant que figurants ou en acteurs principaux, etc. Et on va avoir, mais ça se fait aussi très vite, et le juridique souvent va plus lentement que l'évolution technologique. Oui. Donc il y a souvent des trains de retard, et il faut voir comment ça va être exploité. Mais clairement, il y a certaines, la plupart des grosses compagnies ne prennent pas le risque de faire de l'image finale générée en IA, parce qu'il me semble que ce qu'il y avait pour l'instant en droit là-dessus, c'est que si l'image est générée en IA, tout le monde peut l'exploiter. Elle n'est pas copyrightable. C'est-à-dire que du coup, si on fait une pub pour une grande marque avec une IA, n'importe qui peut reprendre cette pub-là et la vendre au même titre en mettant son logo à la fin. Donc aucune grande marque ne voudrait avoir ce genre de projet. D'accord. Et il y a aussi la question, bien entendu, des droits d'auteur sur les sets d'images qui sont utilisés. Donc ils appellent ça scraper. Ils récoltent tout ce qu'ils trouvent sur Internet pour entraîner leur modèle. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. D'accord. Et donc, clairement, c'est créer de l'image finale avec de l'IA aujourd'hui, on ne peut pas avoir la pérennité sur ce qu'on fait. Okay. Je voudrais aussi que on parle beaucoup, médiatise beaucoup, un type d'IA qui est une partie du questionnement qui concerne le droit d'auteur, qui utilise du contenu généré par des humains, que ce soit artistique ou de la voix, pour en générer autre chose. Mais l'IA, on l'utilise dans toute la strate de fabrication pour des sujets qui sont des fois pas du tout touchés par le droit d'auteur. Comme par exemple la captation de mouvement, c'est un truc, l'intelligence artificielle, elle va lui permettre de le rendre plus abordable, le populariser, parce que ça coûtait cher d'abord de le faire en optique, ça coûte toujours cher d'avoir des combinaisons pour faire de la captation de mouvement. Donc la captation de mouvement, c'est vraiment pour prendre le mouvement d'un acteur et l'avoir vraiment de manière plus crédible possible. L'IA, elle permet d'avoir de plus en plus propre, y compris les technologies de motion capture anciennes, mettre de l'IA pour le rendre encore plus propre. Donc l'intelligence artificielle, en fait, ça arrive aussi de manière très diluée, très diffuse dans tous les outils qu'on va commencer à utiliser un peu partout, quoi. Okay. C'est pas toujours du droit d'auteur qui va être touché par ça. Super, merci beaucoup. Alors, on va faire peut-être une petite pause là pour digérer un peu tout ça. On a encore plein de sujets à aborder. Et on a encore plein de sujets à aborder. Je suis pas à la moitié. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et puis la jam continue encore pendant combien de temps? C'est jusqu'à la fin, date limite. Demain 15h30. 15h30, très bien. Dans ce cas-là, demain 15h30, il y aura des résultats un peu de. On pourra voir. Les projections seront à 18h. À 18h. Voilà. Si les gens sont intéressés, à 18h demain, ils peuvent venir aux projections. D'ici là, on va se faire une petite pause musicale et puis on va revenir ensuite pour parler encore de plein de sujets sur l'animation, l'intelligence artificielle en tout cas. À tout de suite. L'intelligence artificielle sur Radio Laser, en direct de Creative Seeds. Radio Laser, 95.9 FM. Plein d'opiacés, j'ai pris la porte au passage, j'ai senti donc qu'il
l'intelligence artificielle sur Radio Laser, en direct de Creative Seeds. Et Radio Laser est toujours en direct de Creative Seeds pour une émission spéciale autour de l'intelligence artificielle. Là, on vient de s'entendre Héloï, Soleil Mort, c'est une chanteuse qui passe ce soir à Mythos. Donc c'était l'occasion. En plus, voilà, un style un peu hyper pop, ça va bien, je trouve, avec l'ambiance. Et donc c'est parfait pour en continuer avec une nouvelle interview avec vous. Antoine. Bah oui, complètement. Et puis moi, je dis quand même au passage que je suis un peu partagé parce que entre Héloï à Mythos, dont Radio Laser est partenaire, et les 3 concerts de rock qu'il y a ce soir à Creative Seeds, je ne sais pas très bien où je vais aller finalement. Oui, donc nous sommes avec Florian Belgeyer, qui fait partie de l'équipe des ateliers d'âme et qui organise Caramove. Et aujourd'hui, vous êtes aussi conseiller pour la jam dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc bonjour Florian. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous de venir. Donc Caramove, c'est d'abord un événement créatif dans lequel les participants doivent réaliser, si j'ai bien compris, un 10 secondes d'un clip d'animation sur une musique originale. J'ai vu que vous parliez d'un cadavre exquis dans une de vos interviews. Tout ça, évidemment, c'est dans un temps limité, sinon ça ne serait pas très drôle. Donc l'objectif, c'est bien sûr de produire, et donc on l'a vu tout à l'heure, d'expérimenter, d'éprouver un peu les techniques, mais c'est aussi de favoriser les rencontres professionnelles, de favoriser l'entraide et l'émulation. La dernière édition, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en février dernier, sur place, en région parisienne, mais c'était aussi en ligne. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut retrouver les productions, j'ai vu de cette année, mais aussi des années précédentes sur votre site des ateliers d'âme. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien, sur Vimeo. Ouais. Sur Vimeo aussi, super. Et donc, on en parlait un petit peu hors micro, là. Donc, vous conseillez les participants à la jam. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, sur cette jam ? Alors, plus exactement, je conseille l'équipe organisatrice et je donne un peu mon retour d'expérimentation à partir de Caramove, qui a maintenant 8 ans et qui sera bientôt pour 10 ans. Donc, on a beaucoup évolué en 8 ans et on connaît un peu les risques d'organiser une jam et les belles choses qui pourront ressortir aussi. Donc c'était plus un retour d'expérience personnelle et d'équipe pour justement favoriser des rencontres. Par exemple, nous avons créé un questionnaire pour que les personnes qui s'inscrivent puissent partager leur profil, savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils attendent de la jam, est-ce qu'ils sont déjà expérimentés, en l'occurrence les IA. Et en fonction de ces profils-là, on a créé des équipes, des micro-équipes, où ils ont vraiment un travail de groupe et équilibré pour que des seniors avec des juniors puissent se mélanger. Et comme ça, de groupe en groupe, on peut avoir vraiment une homogénéité sur l'ensemble, mais une hétérogénéité au sein d'un même groupe. Ce qui permet du coup de faire un partage de connaissances. Et même des juniors ont parfois utilisé l'IA et pas les seniors. Et du coup, c'est intéressant aussi ce genre de regard et d'expérimentation. Ok, merci. Donc, ce que je disais, je suis allé un petit peu fureter sur votre site, donc j'ai regardé quand même pas mal de productions. Moi, ce qui m'a quand même sauté aux yeux, c'est la variété des techniques utilisées. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et justement, donc là, on vous invitait aussi pour essayer de comprendre comment l'intelligence artificielle pouvait s'intégrer dans différentes techniques d'animation. Je voulais vous demander, déjà en termes d'animation, est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout, s'applique partout, ou il y a encore des secteurs où... Alors, ce qui peut être compliqué avec l'animation, c'est, comme on dit précédemment, c'est le pouvoir gérer notre action comme on le souhaiterait ou comme le réalisateur ou la réalisatrice souhaiterait. C'est vraiment une action très précise dans le cadre et avec le style qui soit cohérent tout au long de l'animation et de notre série, notre saga ou notre court-métrage. Et donc, forcément, d'un plan à un autre, on va avoir un rapport d'échelle différent avec un personnage. Il peut être interprété différemment dans un environnement. Et donc, la cohérence tout le long peut être... complété par une IA, mais non pas là où on l'attend, pas forcément là pour faire de l'image finale, mais peut-être là pour donner des directions, des intentions, par exemple. Ça peut être par exemple pour les textures, donner une banque de textures, dire voilà, pour les personnes qui vont faire la modélisation 3D et qui vont faire les textures après, voilà, on vous donne une petite gamme, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va récupérer sur Internet des références, et donc ça va rendre plus riches les références et plus définies par l'intention artistique du réalisateur et réalisatrice. En 2D, ça fonctionne aussi, c'est-à-dire qu'on a des brushes aujourd'hui sur les logiciels, et ça va compléter le logiciel. Là où on l'attend le plus, c'est pour améliorer les outils qu'on connaît aujourd'hui sur les logiciels, que ce soit 2D, 3D ou stop motion. Moi-même, je viens de la stop motion, et le fait d'utiliser les IA à la stop motion, c'est un gros sujet, et très vaste, et c'est très intéressant, cette technique entre l'artisanat
Oui, Une bah, techno. oui, parce qu'effectivement, j'ai vu ça aussi un petit peu dans votre travail. Je sais que vous, justement, genre, de ce que j'ai compris, donc, que vous faites de la photogrammétrie. Donc, c'est le principe de scanner, en fait, de faire des sculptures et de les scanner pour pouvoir les modéliser ensuite et les utiliser en 3D. Et si j'ai bien compris, vous arrivez à faire un peu la même chose avec la technique justement du stop motion. Vous arrivez à la coupler avec celle de l'IA pour pouvoir avoir des rendus un peu plus fins avec soit partir d'une image un peu justement très pure informatique pour pouvoir lui donner une petite patte un peu plus chaude. Après, encore une fois, c'est la théorie, mais c'est le principe d'une jam, c'est-à-dire que c'est la direction vers laquelle on va. On expérimente en espérant que ça va donner quelque chose qu'on imagine dans notre arc-en-ciel de possibilités parmi tout ce qui existe. En stop motion et la 3D, par exemple, je trouve ça très intéressant d'utiliser les défauts et les qualités de chacune des techniques. L'IA aussi ses défauts, et du coup, on peut l'exploiter comme un argument artistique très fort. Et la stop motion, par exemple, le défaut de saccade d'animation, le défaut d'avoir des traces de doigts, le défaut d'avoir même juste une marionnette qui casse pour un tournage et qu'on ne voit pas forcément en image finale, mais qui va être un problème technique rencontré sur le terrain. L'IA peut aider à améliorer, on peut imaginer des situations compliquées à tourner, par exemple des gros plans, très gros plans sur par exemple, on fait passer une caméra sur un personnage, ça peut être un personnage très très grand forcément parce que la caméra n'est pas miniature. Donc on peut compenser et compléter plutôt que compenser ce genre de petites lacunes techniques, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Et excusez-moi. Excusez-moi. Oui, alors ça c'est. En fait, j'ai demandé tout à l'heure à ChatGPT. Donc j'ai expliqué à ChatGPT que j'allais rencontrer des graphistes 3D, des animateurs, et je lui ai demandé quelles questions lui aimerait poser à propos de l'intelligence artificielle. Donc je vais vous poser la question de ChatGPT. Donc cette question, c'était si les personnages de dessins animés, donc mettons vos créations, pouvaient s'échapper de l'écran et venir dans notre monde pendant une journée, à votre avis, qu'est-ce qu'ils feraient en premier? Avoir peur et se cacher. Bah ouais, voilà, tout simplement. Si on irait chez eux à la Rage Orbit, peut-être qu'on serait impressionné et qu'on ne serait pas forcément à l'aise dans ce nouvel environnement, on serait un peu tétanisé. Voilà. Peut-être tout simplement. Ouais. Peut-être que c'est bien que les deux mondes, les deux mondes restent séparés. Qu'est-ce que excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes questions. Je vais y arriver. Je vais peut-être une toute dernière question. Quand j'ai vu un peu votre travail, alors je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à un conte chinois que j'avais vu il y a très 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 longtemps à propos d'un artiste qui faisait des peintures et des gravures tellement réalistes qu'elles prenaient vie. Donc bon, c'est une histoire un petit peu triste parce que du coup il se fait enlever par l'empereur et il doit dessiner une énorme grue. Et il sait que quand il aura fini de dessiner cette grue, il va mourir et voilà. Et il finit par s'envoler avec sa grue. Mais justement, je trouve que ça pose quand même la question du créateur et de l'artiste et du technicien par rapport à ces productions. Et justement, vous peut-être dans votre manière d'appréhender l'animation, surtout dans le stop motion, où donc on est vraiment dans de l'image par image. Donc on voit vraiment qu'un objet inanimé prendre vie. Voilà. Quel est votre rapport justement avec cette action que vous faites de donner vie à des objets inanimés? En dehors de l'IA, le fait de... Ouais, de manière plus générale, avec l'IA aussi, mais... Alors, il y a quelques années, j'étais un peu... je prenais tout à cœur quand je créais quelque chose. Je me disais, c'est ma meilleure création, et à chaque fois que je fais une nouvelle création, il faut que je mette tout mon cœur. Je me suis rendu compte de plus en plus qu'il faut être capable de détacher de sa création. Et donc, donner vie à son personnage et à son environnement, c'est au service d'un message, et c'est le message qui est plus important que l'objet. Et donc ça qui me motive au quotidien à animer, à faire de belles images. C'est pas la technique, c'est le message. Voilà. D'accord. C'est plus du coup de raconter. Oui. J'avais peut-être une dernière question parce qu'on arrive à la fin de l'interview, mais ces derniers temps, on a beaucoup parlé par exemple de Sora, qui était l'intelligence artificielle d'OpenAI, qui est donc le principal outil pour créer des vidéos à partir d'intelligence artificielle. Et du coup, je pense que c'est pas mal de gens qui se posent la question, mais à partir de quand, pour vous, on pourra créer des films, des longs métrages qui seront visibles et en plus, qui plus est intéressants à partir d'intelligence totalement créée par intelligence artificielle, à votre avis? Alors,
si on mon point de vue personnel, je pense que vu l'accélération que ça a, on peut être entre les 5 et 10 prochaines années pour avoir vraiment une utilisation, peut-être pas en production, mais en tout cas accessible à un grand monde et avec des codes particuliers à l'utilisation de l'IA. Il faut savoir que c'est pas forcément les utilisateurs, enfin, ce ne sont pas les personnes qui sont dans l'animation qui vont l'utiliser en premier. Au contraire, ce sont les personnes qui juste sont curieuses et qui n'ont jamais pu le faire, qui vont l'utiliser. Maintenant, on verra bien si ça va changer. Je sais qu'il faut aussi s'apprendre à s'éduquer à l'image. De plus en plus, avec les deepfakes, on en parlait. Je suggère plein de chaînes de YouTube comme Defecator qui nous expliquent comment on peut repérer des défauts. Et c'est pas vraiment l'IA qui va tout remplacer, dans le sens remplacer tous les artistes. C'est plutôt les artistes qui vont devoir utiliser l'IA pour valoriser leur travail. Et je le vois plutôt comme ça, c'est-à-dire que ça va être un outil comme un autre, même s'il va y avoir des gros éléments perturbateurs. Et comme on sait, depuis les 30 dernières années, il y a 80% de nos métiers qu'on connaît qui ont été créés les 30 dernières années. Donc en fait, c'est logique que dans la suite, il y a une crise qui va se créer, j'imagine, au niveau des métiers, de l'image ou autre. Et c'est malheureusement ou heureusement celles et ceux qui vont suivre et qui vont essayer d'utiliser ça à bon escient, de manière éthique et esthétique, qui vont peut-être se détacher. Et on va peut-être perdre des personnes en cours de route. Ça, c'est inévitable. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup d'avoir donné le temps à cette émission. On va se faire encore une nouvelle pause musicale et puis on revient encore après. Même 2 chansons. Allez, à tout de suite. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Radio Laser en direct de Creative Seeds, l'intelligence artificielle, utopie ou dystopie ? I had a dream about you. In this dream, I'm dancing around
Radio Laser, 95.9 FM. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. Super freak, creeping in my dreams, making my dick leak. Yeah, just slow and sexy. The way you move's making me dyslexic. Every night it's freaky dreams. Thinking about your body makes me weak at the knees. Please, don't let it stop. Just a couple more motions before I pop. But then I wake up, covered in cum. My freaky dreams always leave me wanting some. I said I wake up, covered in cum. My freaky dreams always leave me wanting some. Come on. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. I wanna freak you all night till the sun comes up. Freak you all night till the sun comes up. Oh yeah, that's it. That's the spot. Keep going. L'intelligence artificielle sur Radio Laser, en direct de Creative Seeds.
Et Radio Laser toujours en direct de Creative Seeds et encore pour 1 heure. Et là j'ai la chance d'avoir avec moi sur le plateau Lilian Bro qui m'a rejoint. Ah c'est moi qui ai chanceux Titouan. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on vient d'écouter, c'était Party Boy 69, un DJ australien avec son titre Freak You All Night. Voilà, je vous conseille d'aller voir des vidéos de ce live parce que c'est toujours assez extraordinaire. Et pour continuer donc, Lilian, tu nous présentes ton invité. Exactement, bonjour Luca Fixi. Salut Lilian. Comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va très très bien, donc vous êtes cofondateur de Socle Collection, basé à Paris, vous l'avez créé en 2019, et vous le définissez sur votre site internet comme un studio de technologie créative et une maison de production, donc sur le papier c'est clair, mais concrètement à quoi ça correspond ? Alors, on est au service des musées, des artistes, on travaille aussi avec des maisons de luxe et de mode, et on fait de la création 3D, donc on va modéliser des objets pour faire des sculptures, on va numériser des espaces, numériser des objets. Et donc, c'est tout un workflow qu'on met en place de création 3D pour fournir, in fine, des vidéos qui vont être diffusées sur les réseaux sociaux, des expériences immersives ou interactives. Et voilà, parfois, on va vers de l'impression de 3D pour faire des sculptures. Voilà, et on a une diversité de projets. Et donc, on s'adresse à plusieurs industries. Ok. Quand on vous appelle, c'est pour des démarches très précises qui sont souvent les mêmes ou c'est vraiment plein de choses différentes ? Alors, depuis 5 ans, ça a beaucoup évolué. Je pense qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de rendus d'architecture, que ce soit temps réel, de la 3D temps réel ou de la 3D précalculée, donc des images qu'on va retrouver ou des séquences d'images, donc des vidéos. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se ressembler, mais on est toujours avec des interlocuteurs différents, avec des valeurs différentes, des esthétiques différentes. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Ok. Et pourquoi vous êtes spécialisé dans la mode, l'art et puis l'architecture ? Pourquoi ces domaines-là ? Alors, Socle, ça naît d'une intention de faire représenter des collections d'art. Et donc, on a commencé par numériser des sculptures. Et on a numérisé des sculptures, des tableaux, etc. Mais sur les sculptures, il y avait certaines collections où voilà, on était sur des formes complexes et la représentation en ligne, c'était un vrai enjeu. Et donc, on a monté cette plateforme et la numérisation 3D devenait assez intéressante. Et on s'est rendu compte que cette technologie, ou en tout cas cet usage, il pouvait s'appliquer à d'autres industries. Et au fur et à mesure qu'on montait des projets avec une certaine valeur, voilà, visuellement c'était intéressant, ça intéressait d'autres personnes. Et donc ces autres industries ou ces acteurs des muséaux ou des artistes sont venus vers nous pour nous demander et ils recherchaient cette qualité-là. D'accord. J'ai vu justement que vous travaillez avec des grosses marques type Balenciaga ou des gros lieux culturels comme beaucoup de musées. Est-ce que votre objectif à terme, c'est de vraiment travailler dans le luxe, entre guillemets, le haut standing ? Alors, ce qui est déjà un peu le cas d'ailleurs en ce moment, mais je veux dire encore plus dans le futur. On s'adresse vraiment à des clients qui ont des besoins spécifiques. Donc là, c'est ce qui est voilà, mis en avant et dans notre communication. Et là, c'est surtout, on va travailler avec cette marque, on va travailler avec la team de communication. Et il y a des projets aussi à vocation vraiment culturelle, artistique. Donc on a travaillé avec le musée Guimet sur une exposition virtuelle qui, je vous invite à la regarder. Comment on peut la regarder ? Alors il suffit d'aller sur le site du musée Guimet, et donc c'est une exposition virtuelle, donc il y a un lien vers... sinon vous tapez directement Guimet virtuel sur Google et puis vous tombez dessus. Petit aparté fermé, mais c'est pour que les gens ils puissent... Ouais, et c'est une exposition pour aussi donner un peu un avant-goût, c'est une exposition de porcelaine chinoise. Donc, voilà. Mais l'enjeu là, c'était de montrer des beaux paysages. Donc le haut standing, je dirais que c'est surtout une volonté d'être avec une exigence visuelle voilà, de haute fidélité, de très belles représentations. Donc après, ça peut nous amener à travailler avec des marques qui font des sneakers, ça pourrait être avec des industriels. Voilà. Il y a plein d'autres cas de figure. Moi, je me posais la question, vous faites donc des expositions virtuelles, c'est quoi la valeur ajoutée d'une exposition virtuelle par rapport à d'aller au musée, par exemple ? Tu me voles une question, Tito. C'est des choses qui viennent spontanément. Les expositions virtuelles, on les a démarrées du Covid. La première s'appelait Lonely, c'était curaté par Ivanoé Kruger.
Et donc c'est un projet porté par Space in Lost, qui est un collectif d'artistes. Et là, il y avait une réponse directe, assez concrète, il n'y a plus d'exposition qu'on peut faire, donc on va mettre ensemble des artistes qui vont présenter plein de formats numériques ou physiques qui ont été numérisés. Et voilà, on imagine, voilà, à ce moment-là, on évolue dans un même espace. Les artistes, justement, il y avait tout un rapport aussi audio, parce qu'en fait, les artistes étaient enregistrés. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte, en parlant Musée Guimet à d'autres acteurs, que ce qui est important, c'est de faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire dans la réalité. Donc, ça peut être des problématiques d'assurance, ça peut être des intentions scénographiques intéressantes. Donc, je continue sur cet exemple. Il y a un paysage chinois. Et donc, ce paysage chinois, ça pourrait être un parti pris d'un scénographe de vraiment représenter des montagnes, etc. Mais là, on avait, dans l'espace physique du musée, c'est tout de suite des coûts assez importants. Là, avec l'univers 3D, on a quelque chose qui évolue en temps réel. Donc, on fait évoluer la lumière, on fait évoluer le paysage. Il y a une représentation d'éléments naturels. Et en fait, c'est cet apport-là qui existe dans ces espaces numériques qui va faire que ça se différencie. Aussi, chose assez importante, en tout cas dans les expositions virtuelles, on peut manipuler les œuvres. Et donc ça, c'est un nouveau contact. Et c'est-à-dire que pour des œuvres en porcelaine qui sont parfois présentées sous cloche pour des questions de valeur et historiques, d'importance, là, cette distance finalement se réduit et on va pouvoir du coup regarder, comme l'équipe de conservation, on va pouvoir regarder l'étiquette qui se trouve sous l'œuvre, etc. Et donc pour les amateurs, pour les personnes qui sont intéressées, c'est un peu un luxe de pouvoir toucher, alors qu'en réalité, on ne peut pas toucher dans un vrai musée. Ouais. Et clairement, c'est surtout pas là pour remplacer. Il n'y a pas de vocation à dire que on est sur un. C'est un format complémentaire et c'est un format aussi qui peut se penser in situ. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire in situ? On aurait un écran, une vitrine assez discrète ou un écran hyper grand, mais qui mettrait en valeur dans le contexte muséal la même œuvre numérique. Mais c'est des choses qui existent déjà, justement, des choses comme ça? Alors, il y a énormément de... Je dirais que les exemples sont très importants. Enfin, voilà, si on va UK, USA, enfin, à l'international, en France aussi, il y en a, bien sûr. Je pense qu'il y a une diversité de projets qui sont... on l'a un peu entendu tout à l'heure, il y a des projets qui sont 100% IA. Bon, là, on ne parle pas d'IA, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des partis pris d'acteurs numériques qui vont être de dire on va s'incorporer en finesse dans un parcours existant. Et il y a des partis pris de dire OK, là, on est sur du numérique et on va à fond là-dessus. Okay. Et évidemment, il y a des hybrides. Nous, on a vocation à répondre à un besoin. Donc, on va se positionner sur les deux. Comme l'émission, c'est l'intelligence artificielle, utopie ou dystopie. Vous, justement, quelle place elle a l'IA dans votre travail? Alors, dans le travail, c'est un objet de curiosité. Okay. C'est aussi un outil pour peaufiner des workflows qu'on a. Et mon rôle en tant que cofondateur et dans le fait de checker les innovations qui sortent, c'est de comprendre s'il y a un intérêt. Et donc, c'est pas un game changer en soi. C'est pas parce qu'elle est là. D'ailleurs, l'IA en soi, elle est là depuis longtemps. L'IA générative, elle est très récente. L'intérêt, ça va être de faire cette veille. C'est pour ça que je suis parti. Je suis actif dans le collectif Creative Machine. C'est vraiment un super regroupement professionnel, étudiant pour comprendre en fait ce qui se passe, mettre des mots, commenter, avoir un regard critique. Complètement. Ouais. Et à ce moment-là, dans mon travail, je vais capter en fait tous ces signaux faibles, signaux du fait de se dire ok, là c'est un outil pertinent que je vais pouvoir intégrer. Et très concrètement, on va faire certains rendus
Et là où on mettrait des heures à peaufiner le détail d'un visage, et ben, une IA sur cette zone spécifique, on va pouvoir lui dire ok, là il me faut des traits plus réalistes. Et donc là on gagne du temps. D'accord. Voilà. Mais clairement, c'est en complément des compétences existantes de nos artistes. Ok, mais c'est pas vraiment un outil au quotidien avec lequel vraiment, enfin, sur lequel vous vous appuyez à fond. C'est plutôt à côté. Vous l'utilisez de temps en temps, quoi. C'est une question qui, je me rends compte en étant ici, et en étant dans le groupe, et même je suis passé à Laval juste avant. À Laval, j'ai pas forcément vu une présence très forte de l'IA. Je pense que ça vient progressivement. Si c'est pas le cas aujourd'hui, ça peut quand même l'être demain. Et du coup, c'est plus dans notre réflexion tactique, stratégique, c'est au quotidien. Après, concrètement, dans un workflow, ça vient au fur et à mesure. Mais concrètement, quand on a une certaine expertise en infographie 3D, bah, la plupart des systèmes texte tout 3D, à l'heure actuelle, ça vaut pas la peine d'y passer trop de temps. Ok. Ça va être vraiment sur des outils. Et plus je rencontre des experts en IA et aussi simplement des personnes avec un niveau de seniorité ou des aptitudes spécifiques sur des logiciels, ils vont à ce moment-là voir l'intérêt ou pas de l'outil. Bah, de toute façon, c'est un peu le discours de tout le monde depuis ce matin, depuis une heure. C'est vraiment que, de toute façon, c'est vraiment un outil complémentaire, quoi. Que c'est vraiment une manière de, des fois, avoir des facilités pour finaliser un travail, pour avoir aussi des idées en amont, avoir aussi faire des books aussi, d'avoir des idées, quoi. C'est ça. Exactement. Bah, alors, en fait, moi, je dirais que l'approche médiatique de parler d'IA générative fait qu'on parle de tellement de choses en même temps que si on parle de musique, bah, c'est pas gérer un label, être dans une maison de disques, être performeur. Et en fait, on parle de tellement de personnes en même temps c'est ça. que le discours est assez lisse. Parce qu'en fait, oui, si moi, en tant que spécialiste du coup, de photogrammétrie, de lasergrammétrie, création visuelle, je ne peux pas prendre la place d'un traducteur ou d'un interprète qui voit son métier complètement changer. Et du coup, forcément, l'IA, qu'est-ce que ça fait, utopie, dystopie Je pense en termes de... C'est créativement parlant, c'est intéressant. Après, dans la réalité de chacun, ça va arriver à différentes vitesses. Ce que je vois concrètement aussi, c'est que les gens n'ont pas le même niveau de recul et de connaissance. Et c'est là où voilà, on peut être passionné et s'y intéresser, mais en même temps, c'est un rythme assez intense. Et comment le combler justement ce manque de connaissances du public, à votre avis, si vous en avez un? La question, c'est... est-ce le manque de connaissances, on va dire, de la vie publique sur un peu l'intelligence artificielle et toutes les pratiques qui évoluent autour de ça, quoi. Alors, je dirais que ça... le grand public, si on peut l'appeler comme ça va être du coup les réseaux sociaux. Ouais. Et les réseaux sociaux sont impactés de plusieurs manières par les IA génératives, puisqu'il y a une facilité encore plus... c'est pour ça qu'on peut mettre l'IA après les smartphones dans ce point de vue-là, c'est que l'IA générative, c'est OK, j'ai filmé... je me suis filmé en selfie, mais avec l'IA générative, je peux me filmer en selfie, mais je suis dans l'espace. Et donc, c'est un niveau supplémentaire pour le grand public de comprendre... c'est intéressant pour le grand public de savoir ce qu'il est possible de faire. Et après, je dirais que c'est un usage qui va être adopté ou pas sur les réseaux sociaux. Après, en tant que travailleur qui n'est pas relié à un métier d'ingénieur ou dans la création visuelle, s'intéresser à l'IA, c'est une curiosité, quoi. Complètement. Et on va conclure là-dessus. Vous parlez des réseaux sociaux. Vous avez un compte Instagram sur lequel on peut suivre votre travail, il me semble. Exactement, c'est Socle Collection. Voilà. Et collection au pluriel. Donc, comme on a parlé de beaucoup de choses visuelles, au moins vous pourrez aller voir. Voilà, Titouan, je te relaisse les manettes et merci beaucoup. Et puis le musée Guillemet aussi, on en a parlé tout à l'heure. Aussi. Pour ceux qui sont intéressés, à mon avis, ça peut être très intéressant. Merci beaucoup en tout cas, Luca Fixi, d'être venu à notre micro. Merci. On se fait une petite pause musicale et ensuite on retrouve un autre artiste, Gary Jean-Baptiste, qui sera avec nous pour répondre aux questions de Lydia encore une fois. Exactement.
L'intelligence artificielle sur Radio Laser, en direct de Creative Seeds. Et nous sommes toujours en direct de Creative Seed avec Radio Laser pour une émission spéciale sur l'intelligence artificielle à l'occasion de l'inauguration des locaux de Creative Seeds et de la Jam session organisée par Creative Machine, par le festival d'animation, national d'animation aussi. Bref, il se passe plein de choses en tout cas ce week-end. C'est incroyable. Et on vient de s'écouter Pajama Stomp avec Coeo, pardon. Et maintenant, petit changement de programme. Il y a eu un petit échange d'invités. C'est Marc Christie qui devait arriver plus tard dans l'émission, mais qui est avec nous. Vous êtes donc professeur à l'université de Rennes, hein, c'est ça ? Oui, je suis enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos travaux ? Quels sont vos types d'enseignement et vos travaux ? Très bien. Donc, je travaille dans le domaine de l'animation en synthèse d'images. Donc, je cherche des différentes techniques pour créer du mouvement à l'intérieur des images. Et en particulier, on utilise des techniques d'intelligence artificielle, donc d'apprentissage par ordinateur, où on va prendre un certain nombre de séquences de référence. Donc, moi, je m'intéresse, par exemple, à extraire des caractéristiques cinématographiques à partir de séquences de films, d'en tirer une connaissance sous la forme de modèles, et ensuite d'appliquer ça sur des environnements 3D. L'idée étant de faire un film à la manière d'eux, c'est-à-dire on va pouvoir extraire des caractéristiques et les appliquer et les adapter au contexte désiré. Moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai fait un peu de recherche, j'avais vu votre site avec... j'ai vu une vidéo qui présentait un peu vos travaux, avec une caméra qui filmait des gens en combinaison qui faisaient des gestes et qui créaient des modèles 3D. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce travail-là ? Ouais, donc il y a beaucoup d'applications dans le domaine de l'animation. En particulier, aujourd'hui, on a des techniques qui permettent de capturer facilement les performances des acteurs et de capturer également les mouvements de caméra. Et en fait, c'est beaucoup utilisé aujourd'hui dans l'industrie pour ce qu'on appelle de la prévisualisation. La prévisualisation, ça consiste, avant de faire un film, à finalement le créer en synthèse d'images. D'accord ? Donc, par exemple, Gravity d'Alfonso Cuarón, l'intégralité du film a été fait avec des animatiques très simples, mais en synthèse d'images, avant de commencer le tournage. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est comme de la CAO, conception assistée par ordinateur pour les voitures. On va concevoir le film avant, de façon à décider quelles sont les échelles de plan, quelle est la distance de la caméra aux acteurs, comment on va créer les décors, etc. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est développer des techniques qui permettent d'accélérer ces phases dites de pré-production, de prévisualisation pour le cinéma. Et aussi pour l'animation, j'imagine. Et aussi pour l'animation, évidemment. Parce que en quoi ça facilite ensuite le travail des animateurs ? En fait, l'idée, c'est que y a aucun enjeu à remplacer, évidemment, l'animateur, mais une des clés de la créativité aujourd'hui, quel que soit le domaine, c'est la rapidité avec laquelle on va pouvoir générer des contenus et explorer différentes alternatives. Et en fait, si on arrive à offrir des outils qui permettent aux gens d'explorer extrêmement rapidement des variations ou des idées un peu folles qu'ils peuvent avoir, on va pouvoir être beaucoup plus créatif. Et donc, notre enjeu à nous, c'est d'offrir des outils qui permettent de faire de la co-création, c'est-à-dire la machine qui travaille avec l'utilisateur pour mener à quelque chose. Donc, en gros, c'est pour faciliter les gens à devenir faire de l'animation aussi. C'est pour des gens qui sont peut-être moins habilités à la base, avec moins de connaissances, mais ils pourront être plus créatifs, quoi. Tout à fait. Donc, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui fait que des gens qui ne sont pas forcément experts vont pouvoir créer des contenus. Et puis, il y a une deuxième dimension sur des gens qui sont très pointus. Ça va leur permettre justement d'explorer des alternatives et de pouvoir concevoir exactement la séquence qu'ils veulent dans un temps qui va être fondamentalement moins important. Alors moi j'ai une question, j'espère que je vais réussir à aller au bout parce que c'est un peu compliqué, mais j'imagine que vous avez déjà entendu parler du fait que beaucoup de studios d'effets spéciaux sont un peu overbookés à cause plus ou moins de Marvel qui avec plein de programmes en fait surbook plein de studios dans le monde. Est-ce que finalement l'IA peut... c'est un peu la cause mais aussi un peu la solution de ce problème-là ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est sûr que générer des contenus aujourd'hui et demain, ça va être de plus en plus facile. La question qui reste, c'est est-ce qu'on est toujours en capacité de créer de belles histoires ? Et en fait, c'est pas forcément l'intelligence artificielle qui va être la clé, c'est la capacité des artistes à pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon dans une image, dans une séquence vidéo ou même dans une narration. Et donc les outils vont être juste là pour accélérer la création de ces contenus, mais évidemment pas pour remplacer les artistes. Il faut toujours la patte
d'un artiste, d'un narrateur pour créer quelque chose d'exceptionnel. Et ça, à terme, même avec l'apprentissage des intelligences artificielles, il n'y a pas un risque que les intelligences se disent au bout d'un moment, ça c'est un bon plan, ça c'est quelque chose de réussi. Alors, c'est une très bonne question. En fait, de façon factuelle, les intelligences artificielles sont très douées pour apprendre à partir de contenus existants. Donc, on a une image, on a une description. La machine va apprendre la corrélation entre la description et cette image-là. Et puis, si on donne une description qui est à peu près similaire, ça va générer une image similaire. Pas vraiment de la création, c'est une forme d'adaptation. Ouais, de recopiage. De recopiage. Là où l'intelligence artificielle n'est pas bonne, mais parce qu'on manque de données, c'est sur le côté émotionnel. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les données. On regarde un film, on peut en parler finalement d'un point de vue émotionnel, mais ces émotions, elles sont propres à chacun. On regarde un chat, tout le monde va dire « ok, c'est un chat ». La machine peut apprendre. On regarde une séquence dans laquelle il y a quelque chose de complexe qui arrive, une relation amoureuse par exemple, eh bien, chacun va avoir son interprétation. Et aujourd'hui, on n'a pas ces bases de données. Si on n'a pas ces bases de données, on ne peut pas faire l'apprentissage. Et ça pose même fondamentalement la question des émotions. Aujourd'hui, même les sciences cognitives ne sont pas forcément en capacité de comprendre le fonctionnement de nos émotions face à des flux audiovisuels complexes comme des films. Donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui, n'est pas en capacité de créer des émotions. Elle est en capacité de reproduire des plans qui peuvent provoquer des émotions, mais il n'y a pas une compréhension fine des mécanismes. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez dans vos cours, parfois ? C'est des sujets. Alors, nous, on a plutôt des cours qui sont techniques sur la création de contenu, sur le fonctionnement des algorithmes. Après, voilà, on a forcément des unités qui sont plus des unités d'ouverture où on va se poser des questions sur l'IA et son impact sur la société. Et je me demandais, pour revenir un peu à vos travaux dont on parlait tout à l'heure, c'est quoi un peu la différence avec, par exemple, le motion capture ? Parce que le motion capture qui est beaucoup utilisé dans le cinéma, on pense à Avatar, par exemple. C'est quoi la différence avec vos travaux ? Donc, la motion capture, elle, permet de capturer la performance d'un acteur. C'est ce qu'on appelle aussi la performance capture, où on va avoir à la fois le mouvement, mais aussi les expressions faciales de l'acteur. Et puis, en général, c'est du one-shot, c'est-à-dire qu'on capture, on plaque sur ces données, on va plaquer un modèle 3D qui est le personnage, et puis on anime. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est finalement, à partir de tout un ensemble de captures, de déplacement d'acteurs, mais aussi de capture de mouvements de caméra, on va essayer de créer un modèle pour comprendre la corrélation entre le mouvement de la caméra et le mouvement des acteurs. C'est-à-dire dans tel contexte, avec tel dialogue, par exemple, où va-t-on pouvoir placer la caméra et comment on va pouvoir déplacer la caméra. Et après, la caméra toute seule comprend qu'il faut regarder à cet endroit-là quand il y a un type d'action ou... C'est toute l'idée, oui. Okay. C'est toute l'idée, c'est de laisser la caméra à partir des données d'entrée qu'on aura fixées et à partir du contrôle de l'utilisateur, de décider quel type de plan on veut. Donc aujourd'hui, par exemple, on travaille sur des techniques basées diffusion. Donc vous avez entendu parler de Stable Diffusion pour des images. Nous, on utilise des techniques basées diffusion dans lesquelles, avec une description textuelle, on va pouvoir générer une trajectoire de caméra. Donc en disant, eh bien, je veux un plan 3/4 arrière sur tel personnage, je veux ensuite un travelling, et puis je veux un mouvement d'arcing autour des deux personnages. Ok, donc là, il n'y a plus besoin de cadreur, quoi. C'est vraiment tout est... C'est pas qu'il n'y a plus besoin de cadreur, Ouais. c'est qu'en fait, on va donner au cadreur la capacité d'explorer très rapidement différentes solutions, plutôt que de passer 1 heure à créer une trajectoire et en se disant, finalement, c'est pas tout à fait ce que je veux. Encore une fois, ça permet de gagner un temps. Ça permet de gagner un temps. Et du coup, de la création, encore une fois, c'est pour faciliter la création ensuite, quoi. Tout à fait. La clé, c'est aujourd'hui celle du contrôle. Les algorithmes d'IA manquent encore un tout petit peu de contrôle, c'est-à-dire la capacité de l'utilisateur d'intervenir très finement. C'est le cas, par exemple, avec les IA génératives. Sur les images, on va pouvoir décrire une image, mais parfois, on n'a pas exactement ce qu'on veut. Et on va passer des heures à finalement éditer le texte pour avoir précisément le contenu désiré. Et parce qu'il y a aujourd'hui un manque de contrôle. Et ça, c'est un des enjeux aujourd'hui des recherches sur l'IA, c'est d'offrir plus de contrôle aux créatifs. On arrive au bout de l'interview, donc j'ai une petite dernière question. Et on parle beaucoup là dans cette émission de la crainte du grand public par rapport à l'intelligence artificielle et peut-être de possibles métiers qui pourraient disparaître. Vous, comment vous analysez toute cette crainte globale autour de l'intelligence artificielle ?
C'est évident que c'est une révolution importante pour la société. Je pense que c'est une des premières révolutions qui va toucher autant de métiers. Forcément, il y a des craintes. C'est difficile de savoir aujourd'hui si elles sont fondées. Pour moi, il est important que les décideurs prennent les choses en main et mettent en place des régulations pour savoir quel est le rôle de l'IA et dans quel métier est-ce que l'IA va pouvoir intervenir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés libérales, c'est forcément cette précaution, ces précautions qui vont être prises? J'en suis pas certain. Mais effectivement, il faut sans doute amener à repenser la société au fait qu'on va avoir beaucoup plus de choses qui sont faites par l'IA et forcément, fondamentalement, des gens qui vont moins travailler directement. Mais peut-être qu'il y a une autre forme de rétribution, enfin disons de répartition de la valeur créée par l'IA qui pourrait être intéressante à adopter. Merci beaucoup en tout cas Marc Crissy d'avoir répondu à nos questions, c'était vraiment très intéressant. Et puis donc vous êtes, Merci. je rappelle, professeur-chercheur donc à l'université Rennes et autres, vous enseignez à d'autres endroits aussi ou non? Non, j'interviens essentiellement à l'université Et de vous Rennes. participez donc à Creative Machines, vous êtes dans le Voilà, collectif? Tout à fait, je suis un des cofondateurs de Creative Machines et avec ce consortium, voilà, on cherche à s'interroger sur l'utilisation des IA génératives pour la création de contenu. Merci beaucoup en tout cas. Et puis donc on reste sur Radio Laser, encore une demi-heure d'émission avec Gary Jean-Baptiste ou Quentin Auger de Data Production. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Mais on vous laisse avec une pause musicale et à tout de suite. Radio Laser, 95.9 FM.
Shoot, some boys got me twisted. Et vous êtes toujours sur Radio Laser pour cette émission à Creative Seeds sur l'intelligence artificielle. Et depuis 1h30, on parle de divers sujets. On parle de création 3D, on parle de musées, de visites dans des musées. On a parlé d'un point de vue très technique avec Marc Christie, c'était très intéressant juste avant. Et là, nous sommes avec Tachyon 236, Lilian. Eh oui, bonjour Tachyon. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci pour l'invitation. Oui, il n'y a pas de problème. Pour justement commencer un peu s'introduire, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à fusionner justement l'art graphique avec l'intelligence artificielle? Très bien. Alors moi, je suis ingénieur de formation. J'ai toujours été intéressé par l'art en général. Je passe ma vie dans des musées plus qu'ailleurs. J'ai toujours voulu créer des choses. Donc je me suis approché dans un premier temps de tout ce qui était creative coding. C'est-à-dire? Creative coding, c'est du code, créer de l'art avec du code. Ok. Donc c'est vraiment créer des formes, créer des structures, créer des choses avec du code qu'on maîtrise. Je change une ligne de code, par exemple, et hop, mon bâtiment change. Je change une ligne de code et hop, la couleur change. Est-ce que pour nos auditeurs et auditrices, vous avez des exemples de choses connues qui sont faites comme ça? Pour le coup, non. C'est encore assez niche. Ok. C'est encore assez niche. Ils ont très certainement dû en voir, mais il n'y a pas spécialement d'œuvres très connues encore. Ça marche. Très bien. Non mais du coup, je vous laisse continuer sur votre parcours et du coup, l'après, votre arrivée jusqu'à l'intelligence artificielle. C'est ça. Donc, en partant du creative coding, donc, qui consiste à créer de l'art avec du code, l'IA est arrivée il y a environ 3-4 ans, dans ces eaux-là. Et je me suis très vite intéressé au côté pratique de l'IA. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec de l'IA? Comment ça fonctionnait? Il faut savoir qu'à l'époque, c'était extrêmement difficile de faire quoi que ce soit. Générer une image très simple, générer quelque chose de très simple, c'était vraiment très, très difficile. Je suis ingénieur et j'ai vraiment extrêmement souffert pour faire quelque chose. J'ai passé des nuits, des jours. Donc, c'était vraiment pas à la portée d'une personne qui n'avait pas de formation hautement technique ou qui n'était pas juste hautement motivé. Maintenant, c'est différent. Tout un chacun peut créer des choses. Mais vraiment, ma première démarche a été l'expérimentation. Expérimenter, tester des choses. J'ai pu développer moi-même plusieurs outils pour générer des images, générer du contenu. Et j'ai pu m'approprier des outils, m'approprier des workflows, donc des process de création
artistique. Mhm. Et autour de tout ça, on peut retrouver mon style. Justement, votre style créé sur ordinateur, est-ce que vous faisiez justement de l'art visuel avant, mais sans ordi, juste de la peinture par exemple ou du Alors, dessin? pas de dessin, pas de peinture, mais de la Mhm. céramique. Ah, de la La céramique. céramique, Pourquoi ça de la me parle bien. céramique? Je pense que c'est ce côté expérimentation. Ok. Ce que j'aime dans la céramique, expérimenter, mettre les mains dans le cambouis et tester des choses qui ratent souvent. Mais quand ça fonctionne, c'est intéressant. Même quand ça rate, c'est aussi intéressant. Et ce côté expérimental, ce côté vraiment, on tente des choses, on sait comment ça rentre dans le four, par exemple, Mhm. comme l'IA. On sait ce qu'on met dedans, mais on ne sait pas ce qui sort. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Oui. Bah, justement, je suis allé voir votre compte Instagram pour voir un peu votre travail et les différentes choses que vous proposez. Et j'ai trouvé que vous vous inspiriez de la nature et de l'espace. Est-ce que je me trompe là? Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai vu un peu. Exactement. Exactement. Bah, pour la petite histoire, Tachyon, c'est une dimension mathématique fictive. Bref, je vous en parle des détails, mais c'est vraiment le rêve. Le rêve, l'imaginaire, c'est vraiment des thèmes qui me parlent beaucoup. Et la liberté, l'expérimentation, et voilà. Donc on a Tachyon et 236, pourquoi? 236, certains connaissent sans doute Alt 236. Comment? Alt 236. Ok, C'est non. un youtubeur science-fiction incroyable. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. C'est en fait quand on fait Alt 236 sur un Exactement, clavier, c'est ça ça. fait Le un symbole de caractère. l'infini. C'est ça. Vous êtes plus calé que moi. Ah, magnifique. Les geeks autour Et de la donc, table. C'est ça. Je me suis inspiré du coup de son pseudo parce que j'aime beaucoup ce concept du symbole de l'infini. Ok. J'ai pas repris Alt naturellement, mais Mhm. l'idée est là. Donc c'est Tachyon, infini. Ok. Et du coup, très précisément, pour entrer vraiment dans la création, comment vous utilisez l'IA vraiment dans le processus créatif pour faire ces L'intérêt œuvres? de l'IA, c'est qu'on peut passer d'une idée, d'un concept, à quelque chose de tangible, à travers d'une image, d'une animation, une vidéo. Donc c'est assez impulsif. Mon côté créatif, par exemple sur mon Instagram, je l'ai posté depuis 1 an bientôt. Mhm. C'est vraiment des impulsions que j'ai. J'ai vraiment envie de créer certaines choses à certains moments, de manière très spécifique, et ça me prend, et je bosse dessus jusqu'à ce que je sois satisfait. Ok. Donc c'est vraiment, je peux sauter toutes les étapes de réflexion, de roadmap, de revue, de ci, de ça, juste en suivant mes envies, en suivant mes pulsions, et en générant beaucoup de choses sur des thèmes qui me parlent, au moment venu, mon inspiration. Saisir l'inspiration la plus pure que j'ai, et vraiment la travailler au maximum, et en ressortir quelque chose d'intéressant, Ok. en fonction du point de vue. Mais c'est comme ça que je travaille, ouais. Est-ce qu'au niveau de la création, c'est vous commencez avec l'IA et après vous retouchez manuellement et après vous repassez avec un peu d'IA pour remodifier justement comme vous voulez jusqu'à l'œuvre finale? Alors moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est tout faire dans l'IA. Ok. Vu que j'ai pu moi-même développer certaines solutions, j'ai vraiment la capacité de modifier des choses dans l'IA elle-même, d'adapter certaines choses dans les outils d'IA, Mhm. ce qui fait que je peux absolument tout faire dans l'IA. S'il y a, je sais pas, un œil qui me correspond pas dans un portrait, avec l'IA, je peux le modifier, une couleur, je peux la modifier, je peux absolument changer n'importe quoi. Vous pouvez changer les détails de votre image C'est ça. quasiment Changer chaque très détail de mon précisément. image, c'est ça. Je peux même choisir des couleurs. Si je veux 6 couleurs spécifiques, j'aurai mes 6 couleurs spécifiques dans mon outil. Si je veux 16 neuvième, j'aurai du 16 neuvième. Vraiment le contrôle absolu. Et c'est l'intérêt que je trouve dans l'IA. C'est pas seulement écrire des phrases et avoir des images intéressantes un peu aléatoires. C'est aussi ce côté contrôle, mais en même temps pas tant que ça. Parce que quand on rentre des choses, on sait vaguement ce qui va sortir, mais on apprécie la surprise. Et cette surprise, je ne vais pas totalement l'effacer en effaçant tout, comme Photoshop par exemple, ou autre Mhm. chose. Je vais la saisir et la renforcer, de manière à ce qu'elle corresponde à ma vision, tout en gardant cet élément IA. Ouais, c'est beaucoup plus précis parce que forcément, quand on pense à IA générative, en plus des images, on pense à Midjourney qui est C'est ça. Ouais, qui est, évidemment. qui est le plus connu et le plus utilisé. Mais là, ouais, c'est vraiment beaucoup plus précis parce que c'est vous qui l'avez développé de votre C'est ça. IA, c'est vous qui l'avez Je n'ai développé. pas développé 100%, il Ouais. faudrait être un laboratoire de recherche pour ça. C'est sûr, ouais. Mais les modèles d'IA, donc ce qui permet de générer des images, pour les utiliser, il faut du code. Et tout le code autour qui permet de modifier, d'ajouter, de retirer. J'ai beaucoup contribué à beaucoup de code base autour de ces outils, notamment des forums qui contribuent à de l'animation. Et au travers de des forums, j'ai pu comprendre comment tous les autres fonctionnaient. C'est généralement le même fonctionnement. Et j'ai pu ensuite implémenter certaines solutions pour avoir plus de contrôle. Je me demande pour vraiment faire un zoom, pourquoi pas sur une œuvre, si quelqu'un veut aller voir votre compte Instagram, sur quelle œuvre vous êtes le plus fier? Alors, fierté. Comme ça, on va pouvoir aussi décrire vraiment très précisément une œuvre et un peu ce que vous faites. C'est pas une question que je me pose, il faudrait que je vérifie moi-même, je pense. Ok. Sachant que, comme j'ai dit, c'est vraiment des impulsions que j'ai. Je me base pas sur... disons que c'est pas un cheminement.
Ok. C'est pas un cheminement. Ouais, Du coup, vous je vous suis dites pas pas, plus tiens, fier. là j'ai une idée, je veux parler de ça. Non, non, Ok. non, c'est pas comme ça justement. Pour moi, l'art, c'est aussi une manière d'évacuer des choses. Mhm. Et garder ce côté très impulsif permet d'évacuer certaines choses et d'avoir cette spontanéité. Et ça, Ok. ça me plaît beaucoup, ouais. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas de préféré, moi je vous le dis, la pierre philosophale, j'ai beaucoup aimé. Parce que je suis un peu fan d'Harry Potter et Une je de me mes suis dit, premières. c'est pas mal. Une de mes premières. Pour le coup, c'était pas pour Harry Potter, c'était pour Full Metal Alchemist. Ok, oui, bah, c'est vrai qu'il y en a aussi, dedans. Que t'aimes bien d'ailleurs, Titouan, Full Metal Alchemist. Oui, oui. Tu prends un peu à court, mais oui, oui. Ah ouais, je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi, j'avais peut-être une dernière question parce qu'on va devoir enchaîner, En effet. malheureusement. Mais d'un point de vue juridique, comment ça se passe? Parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, les images créées, les copyrights, c'est toujours un peu flou parce que la juridiction n'est pas forcément aboutie. Pour vous, votre travail, il vous appartient totalement? Oui, mon travail m'appartient. Ouais. M'appartient parce que c'est moi qui ai créé la majeure partie du code pour générer l'image. Je n'ai pas créé le modèle, certes, ça, c'est un fait, mais l'image m'appartient, on reconnaît mon style, on reconnaît mes images, on reconnaît... Voilà. Est-ce que c'est réellement important? Est-ce que c'est réellement important d'avoir forcément un copyright sur son image de nos jours, sachant que le copyright actuel avec les nouvelles technologies va devenir, est déjà plus tellement pertinent, plus tellement en accord avec ce qui arrive. Donc il y a une vraie question autour du copyright, de l'évolution, de comment on perçoit la propriété de l'art et de l'inspiration. Et je pense que dans les années qui vont suivre, c'est une question qui va revenir régulièrement jusqu'à ce qu'on ait une réponse. Mais aujourd'hui, pour moi, ce n'a pas de pertinence d'avoir un copyright. Voilà. Si quelqu'un veut me copier, tant mieux, je serai flatté. Voilà. Ok. Et vous en parlez d'ailleurs à Creative Machines là, ce week-end de cette totalement. question-là? Pour le coup, j'ai pu essentiellement former les étudiants sur pas mal de sujets. Mais la partie éthique revient dans des discussions qu'on a en face à face avec certains étudiants. Et je trouve que c'est vraiment important de le mettre en avant parce que l'IA est là et l'IA est là pour rester. Donc il faut savoir comment ça fonctionne, il faut savoir la légiférer et il faut mettre en avant ce côté découverte, pas seulement de l'outil, mais aussi de tout ce qui implique la création de l'outil. Merci beaucoup en tout cas. Radio Laser, 95.9 Voilà, qu'est-ce qui se FM. passe? My people, 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 brothers and sisters.
just what we've done. Just look around and see just what we've done. L'intelligence artificielle sur Radio Laser, en direct de Creative Seeds. Et oui, pour toujours, Radio Laser est toujours à Creative Seeds pour une dernière interview au bout de ces 2 heures d'émission. On a parlé de plein de choses aujourd'hui. On a parlé surtout de création avec Tachyon. D'ailleurs, on va rappeler son compte Instagram. Tu peux nous le dire, Tachyon Lilian 236. Voilà, vous pour tapez ceux ça, puis vous aurez tous ses travaux. Ouais, c'est ça, et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, surtout avec tous les gens qui essayent avec Midjourney, etc. Ça vous donne un peu une idée d'un artiste globalement qui utilise l'intelligence artificielle pour son travail. Et donc c'est vraiment très intéressant. Et maintenant nous sommes avec Quentin Auger. Bonjour Quentin. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes donc un cofondateur de Dada Animation, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Studio d'animation. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est Dada Animation, un peu la genèse aussi de ce studio? Volontiers, ouais, Dada Animation, c'est donc un studio d'animation qui fait de la série, des choses assez variées, même pour du documentaire animé, des choses comme ça, des choses assez non réalistes en général, très cartoon, on va dire, pour employer un terme très connu. Fondé il y a quelques années, et en fait qui s'intéressait dès le début, c'était même l'origine, la raison de la fondation, s'intéressait à des techniques d'animation un peu nouvelles. À l'époque, et dans l'aventure on était avant avec le cofondateur, on était dans un studio, on va dire assez classique, ça s'appelait Studio Son Animation. Et on est en train de pivoter vers des manières de faire en utilisant des moteurs de jeux vidéo, ce qui n'était pas le... Donc c'était il y a 6-7 ans. Okay. Vous avez peut-être entendu parler d'Unreal Engine ou de, oui, évidemment, de Unity. Enfin, nous, on a entendu parler, mais peut-être que les gens qui nous écoutent, c'est vrai que ça nous parle. C'est des moteurs surtout pour les jeux vidéo, c'est ça? Voilà, donc Unreal Engine, c'est le moteur de Epic Games qui fait Fortnite, par exemple, un tout petit jeu pas connu. Et puis, en gros, les moteurs de jeu, on est arrivé il y a quelques années à des capacités, des qualités, on va dire, d'image qui commençaient à ressembler à ce dont on avait besoin en animation classique. Mais avec un rendu qu'on appelle temps réel, qui est très rapide, parce que quand il faut jouer, il faut de l'interactivité. Donc voilà. Donc tout à coup, ça ressemble à, en fait, le fait d'accélérer les choses en animation, où le rendu, c'est quelque chose d'assez long et fastidieux, etc. Dans lequel il y a, cela dit, beaucoup de contrôles très très fins. Ça, c'est l'animation et le VFX, pour jargonner, c'est-à-dire les effets spéciaux. Quand vous dites un contrôle très très fin, vous entendez quoi? Sur, en gros, chaque pixel, dans le process classique de film d'animation, chaque pixel et chaque frame, c'est-à-dire quand je parle d'une frame, il y en a 25 par seconde en cinéma, il y en a 60 en jeu vidéo, il y en a même plus quand c'est de la VR, etc. Vraiment, on peut contrôler exactement ce que chaque pixel doit afficher. Le moindre petit défaut, on peut pousser des curseurs dans les procédés traditionnels, on va dire, avant les moteurs de jeu, pour effacer le défaut. Ça va coûter plus cher, un petit peu plus longtemps en calcul, mais on pourrait effacer le défaut. Le moteur de jeu commençait à promettre des images de la qualité de ces images, on va dire, traditionnelles, mais rendues en temps réel. On va dire c'est la promesse. Donc nous-mêmes, on y avait goûté dans le studio où on était avant, et puis c'était la fin d'une aventure, on a recommencé une autre, et on a construit un studio en se disant, vous savez quoi, on est beaucoup de cofondateurs qui avions déjà 20-25 ans de métier, en fait, dans l'animation, effets spéciaux, animation 2D, 3D. Il y a par exemple dans les cofondateurs, il y a des gens qui ont créé Code Lyoko, le réalisateur et la directrice. Fan, toute mon enfance. Voilà, souvent les gens de votre génération, les yeux brillent quand on dit ça. Ouais, c'est clair. Et donc déjà, c'était à l'époque un peu risqué de faire une prod qui mélangeait de la 3D et de la 2D. Alors c'est de la 3D qui a vieilli, etc. C'est de la 2D qui avait un style très particulier, qui était faite d'ailleurs par des copains de promo à moi. Au départ, c'est un projet étudiant, en fait, ce style graphique et cet univers. Et d'une promo des Gobelins où j'étais, en fait. Donc, ça, c'est marrant. Et on est resté en contact. Ils sont maintenant au Japon, pour certains. Bref. Et donc, on part loin. Et donc, voilà. Donc on les salue. On les salue. Thomas, qui nous écoute. Et en fait, voilà. Donc, c'est un studio qui se promet de dire, tiens, on va prendre des projets un petit peu nouveaux aussi. Et si possible, si on a des technos qu'on découvre qui permettent de faire peut-être plus simplement, plus rapidement, ça sera peut-être aussi un peu moins cher et ça donnera accès à des projets qui nous font envie de développer, des projets pour des scientifiques, des projets ludo-éducatifs, des projets pour des documentaristes, etc., qui sont on va dire des industries qui ont des budgets plus serrés. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de temps réel. Donc vous avez reçu tout à l'heure Florent Delgeier, c'est notre lead département temps réel. Il est beaucoup sur un moteur de jeu qui est Unity, mais en ce moment on est en train de faire une prod pour des scientifiques, mais ça sera sans doute assez grand public sur Unreal Engine, justement. Et puis, on n'est pas toujours sur des moteurs de jeu. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je fais énormément de veille technique. Mon boulot, c'est de faire de la veille. Je suis directeur de l'innovation. Alors, c'est un terme un peu pompeux, mais donc je dirige l'innovation. Donc, c'est voir les nouveautés. Voilà, tout ce qui se fait. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses. Ouais, et en ce moment, bien entendu, il y a beaucoup de choses sur l'IA générative.
Et je la fais en plus en la partageant beaucoup en ligne. Donc je suis un peu identifié dans le milieu comme. D'accord. En plus, je suis Un référent, j'ai un peu quoi. de bouteille, donc beaucoup de gens me connaissent depuis le temps. Et un petit peu un référent qui capitalise un peu beaucoup d'infos qu'il a dispatch. Donc en fait, quand il y a eu récemment un groupe qui s'est créé qui s'appelle Creative Machine. On a parlé de beaucoup depuis le début de l'émission. Voilà, bien sûr. Qui vient d'ici, qui vient de Creative Seed de Rennes. En fait, ils m'ont contacté. En plus, je connais bien Camille Campion, directeur de Creative Seeds, l'école. Et il m'a dit, tiens, est-ce que tu veux rejoindre ce groupe de réflexion un petit peu sur tout ce qui est génératif? Et puis, j'en suis un petit peu leur voix parce que je fais des podcasts, des streamings pour certaines écoles ou en ligne. Donc, on me voit beaucoup avec ma voix cassée, là. Et on m'entend. Et puis, à chaque fois, je parle en ce moment de Creative Machine. J'avais, moi, une question pour revenir un peu à Data Animation. Comment un peu ça se passe les processus créatifs quand, par exemple, on vient vers vous avec un projet, j'imagine, dire des scénarios, des producteurs qui viennent vers vous. Vous, à quelle part vous avez dans ce processus créatif? En fait, ça dépend de ce qu'ils ont déjà imaginé, construit, et à quel point c'est solide. Quelquefois, ils viennent. Alors quelquefois, c'est juste. On a eu un producteur un jour qui a dit: ah, j'ai pensé en regardant les nuages. Tu sais, les enfants, ils aimaient regarder les nuages, imaginer y voir des choses, etc. Faudrait faire une série là-dessus. Allez, je vous laisse. Ouais, on veut voilà, pas non plus scénariste. alors, en tant que producteur, il va dire la cible, pour quel âge, le format, quelle durée. Et puis après, notre directrice d'écriture va monter une équipe où elle-même potasser et produire des choses. Puis au bout d'un moment, il y aura des allers-retours. Quelquefois même, on va commencer à aller voir des chaînes de télé, des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est le truc clé, c'est de trouver un diffuseur au bout d'un moment qui va permettre d'aller voir d'autres guichets, comme on appelle, d'autres producteurs, et d'accélérer les choses, voilà, dont des subventions aussi. Le CNC est clé, mais le CNC va toujours demander: est-ce que vraiment il y a un marché? Est-ce que vraiment vous avez des gens prêts à diffuser? Donc ça va par étapes comme ça. Voilà, ça c'est un des projets qui est encore dans les cartons, qui est en train d'être développé. Ça c'est le plus léger qu'on ait eu comme demande. Puis d'autres fois, c'est on est en train, ça a été annoncé, mais par exemple d'autres producteurs, ils ont eu, alors on va rester chez les enfants, ils ont réussi à avoir les droits que depuis des décennies, plein de gens, je pense, voulaient, des droits d'adaptation de l'univers. Ça va vous faire peut-être moins rêver, cela dit, de l'univers de Chantal Goya. Il faut savoir, tourne encore. Elle a, je crois, 82 ans. Elle est incroyable. Bon, cela dit, c'est une marque, voilà, c'est historique quoi, en France. Et donc, ils nous ont demandé, bon, vous savez quoi, regardez tous ces spectacles, et trouvez-en un, faites un film avec. Donc, écrivez-le, et puis redesignez tout. Voilà, donc on est en train de faire ce boulot très... voilà. En fait, du coup, vous avez beaucoup d'étapes dans beaucoup d'étapes. Et là, on va faire... Des fois, ça peut être la recherche de financement, ça peut être aussi juste même le scénario. Vous pouvez faire les scénarios aussi? Vous avez une équipe de scénarios? Il y a vraiment une équipe de scénaristes qui a planché. C'était pas simple parce que même ces spectacles, c'est des patchwork d'histoire. Donc, c'était... et ce qui sort, là, je trouve ça sublime. Et en fait, ça va donner des dossiers... c'est qu'un début, quoi. C'est un dossier avec lequel eux-mêmes, les producteurs, vont aller chercher... d'autres financements pour monter d'autres étapes. Puis d'autres fois, il y a des projets, des documentaristes, par exemple, qui viennent avec un scénario d'un documentaire. Ils veulent des parties animées. Et donc là, c'est en partie écrit. Donc on va coécrire la partie animée, parce que être réalisateur d'animation et de live, c'est différent, et de documentaire encore plus. Et donc on va coécrire, on va proposer un style graphique, ou quelquefois ils nous imposaient, mais du coup on va trouver des artistes qui vont bien en face. On va proposer des techniques, des budgets, etc. Donc voilà, quelquefois c'est vraiment sur la fin, on fait juste l'image finale, et d'autres fois on est très 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 en amont. Ça dépend vraiment des projets. Puis nous-mêmes, quelquefois, on a nos propres projets qu'on développe, bien sûr, depuis le début du coup. Je me dis, avec des projets si gros, vous êtes combien dans le studio à travailler? En fait, plus on est tôt dans le projet, moins il y a de gens impliqués. J'ai des auteurs au début seulement. Et puis là où il y a le plus de monde, c'est quand on rentre en fabrication des épisodes. Cela étant dit, avec entre autres le temps réel, genre une personne en rendu de l'image finale, par exemple, avec des moteurs de jeu, va remplacer, va être l'équivalent de, je sais pas, 3 personnes avec d'autres procédés. Par contre, il y a plein de limitations aussi. Le temps réel n'est pas adapté à tous les projets. Ce fameux curseur qu'on pouvait pousser avec d'autres techniques, quelquefois, il n'existe même pas dans les moteurs de jeu. Ce curseur qui permet de pousser un petit peu le détail, parce que c'est des moteurs qui sont optimisés pour aller vite. Et donc voilà, donc ils prennent des raccourcis.
Et donc, il faut savoir ce qu'on fait. Quelquefois, c'est pas la bonne techno pour le bon projet. Et d'ailleurs, le long métrage qu'on prépare là, il n'est pas sur des moteurs temps réel. Ça n'a pas de sens. Ouais. On veut une qualité ultra fine, on veut pouvoir pousser tous les curseurs. Et passer à 11, comme on dit. C'est super intéressant tout ça, mais enfin, je passe un peu du coq à l'âne parce qu'on voulait parler aussi de l'IA forcément, parce que c'est le thème un peu de ce week-end. Et moi, je me demandais comment Dada Animation, ils intègrent l'intelligence artificielle dans vos travaux. Comment vous... Alors, déjà du fait de ma veille, moi j'en bouffe tous les jours et beaucoup, et je suis là, j'y passe même mes week-ends, et je me fais même interviewer à la radio, il paraît, à propos de ça. En fait, c'est principalement ça pour l'instant. En fait, bon, il y a plein de types d'IA. Il faudrait regarder mes confs pour. D'ailleurs, j'en refais une lundi matin sur le sujet, mais il y a de l'IA dite générative, c'est celle qui fait vraiment parler, c'est un peu la nouveauté, qui permet de générer des nouvelles choses après analyse de style, de plein de choses déjà faites par des humains, et permet de refaire des choses dans le style d'eux. Ça, c'est un peu nouveau. Après, il y a plein d'autres types d'IA. Et par exemple, pour un des documentaires, on utilise une IA qui n'est pas générative, qu'une IA de transfert de style, de warping, ça s'appelle techniquement. Et pour quasiment tous les autres usages, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que en fait, les IA génératives, elles posent, pour beaucoup d'entre elles, pas toutes, d'énormes problèmes éthiques et juridiques, parce qu'elles sont entraînées justement sur des données pour lesquelles il n'a pas été vraiment... On en parlait justement... On avec notre invité d'avant. Bien sûr. Alors, bon, lui, venant de la tech, ils sont du genre à pousser et puis à dire, on va semer les avocats derrière nous. Donc, c'est ça, il y a plusieurs écoles, on va dire. C'est pas formulé comme ça, mais... c'est un peu ça. C'est une des forces en présence, on va dire, mais c'est l'accélérationnisme américain, c'est ce qu'il y a derrière OpenAI, etc. C'est aller course en avant, fuite en avant, et puis et le reste, le vieux monde, il y a un petit peu nihiliste dans l'approche. Il faudrait lire Emmanuel Todd pour l'analyser. Mais il y a ça. Et puis, donc, ça pose pas de problème. Nous, alors, clairement, le monde du jeu vidéo est un peu dans cette démarche-là, parce qu'ils sont aussi sous pression énorme. En face, ils sont des studios chinois qui ne se posent pas de questions et tout. Le monde surtout en France, le monde du spectacle, de la musique, même des voix d'acteurs, du cinéma et de l'animation, on est vraiment dans l'autre monde. C'est un monde qui vit des droits d'auteur, etc. Donc c'est clé, c'est ultra radioactif comme sujet. Et donc on est nous-mêmes, par exemple, s'interdit, et nos producteurs pour lesquels, par exemple, ce film d'animation, enfin cette partie animation pour un documentaire, j'ai proposé aux producteurs de résoudre un des problèmes par IA générative. Il y a une solution avec l'IA générative, mais elle pose ces problèmes juridiques. Et pour lui, en tant qu'en plus documentariste, ils ont une approche plutôt éthique du métier. C'était un gros non, on n'y touche pas. Et c'est un peu ça qui se passe en ce moment dans le cinéma. Merci beaucoup en tout cas. On aurait pu en parler, mais c'est vrai qu'on est un peu limité par le temps, puis on doit rendre l'antenne dans quelques secondes. Merci beaucoup en tout cas, Quentin Ingène. Donc, je rappelle, vous êtes cofondateur de Dada Animation. D'animation, et puis vous êtes un peu un référent, donc on a compris au niveau un peu même national sur l'intelligence artificielle générative. Merci beaucoup en tout cas. Merci et puis bonne suite de week-end ici à Creative Seeds. Merci, on est très bien accueillis. Merci. Puis je laisse les gens intéressés à aller voir vos conférences du coup qui sont accessibles un peu partout sur internet. Tout à fait, vous allez me trouver Quentin Auger, IA générative. Et il y a plein de choses à voir. Merci beaucoup en tout cas, et merci à Radio Laser en tout cas. Merci à nous d'avoir organisé ça. Je peux perdre la Creative Seeds de nous avoir plutôt accueillis ce week-end et aujourd'hui et la semaine dernière aussi pour 2 émissions très très intéressantes aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Merci à Lilian qui m'a accompagné. Merci à toi Titouan d'avoir animé. Merci à Antoine qui est actuellement à la technique et qui a animé les interviews en début d'émission. Merci à Laurent qui nous a un peu supervisé aujourd'hui, et merci donc à Léo Campion aussi qui a organisé une grande partie du conducteur de l'émission et de trouver des invités pour parler de l'intelligence artificielle générative. Et voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et restez à l'écoute de Radio Laser.